Le chef du gouvernement ivoirien est de retour à Abidjan depuis hier. Daniel Kablan-Duncan revient des États-Unis où il était l'invité du groupe Banque mondiale. Le Premier ministre y avait pris part à un forum sur la fragilité des États en situation de conflit et de violence. Le point de ce séjour américain dans ce journal. Et cette histoire insolite au bord d'une plage de Grand Bassam, un enfant de 3 ans a été enterré vivant dans le sable. Miraculeusement, 3 jours après, le garçon a été retrouvé vivant grâce au flair d'un chien. Il bénéficie en ce moment de soins intensifs au CHU de Cocody. La ministre de la Solidarité s'est rendue à son chevet. Durant plusieurs mois, il a été le commandant de la force Licorne en Côte d'Ivoire avant de passer commandant des forces françaises dans le pays. Le colonel Nicolas Chabu, en fin de mission, vient de passer la main au colonel Lidovic Pinon avant de rentrer définitivement en France. Et puis, à l'étranger, le Zimbabwe. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a fêté hier ses 91 ans. C'est le chef d'État le plus âgé au monde. Il dirige son pays depuis 35 ans. Les festivités prévues pour son anniversaire se dérouleront la semaine prochaine au célèbre Chute Victoria. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, cette information émanant du ministère des Infrastructures économiques. Le ministère des Infrastructures économiques porte à la connaissance des populations et les invités que la cérémonie d'inauguration de la station d'alimentation en eau potable de Beaunois, prévue demain, lundi 23 février 2015, est reportée à une date ultérieure. Le nouveau programme sera communiqué dans les jours à venir. Le ministère des Infrastructures économiques remercie les populations et les invités pour leur compréhension. Le chef du gouvernement ivoirien est de retour à Abidjan depuis hier. Daniel Kablan-Duncan revient des États-Unis où il était l'invité du groupe Banque mondiale, où il a pris part à un forum sur la fragilité des États en situation de conflit et de violence. Le Premier ministre y a été invité à partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de sortie de crise. Le point de son séjour américain dans ce compte-rendu de Ben Touré, commenté par Hamza Diaby. De retour des États-Unis d'Amérique, où il était pour présenter le succès de la sortie de crise post-électorale, Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan ce samedi. Le Premier ministre a pris part à un panel de haut niveau sur les États fragiles en situation de conflit à l'invitation de la Banque mondiale. Comment, en 3 ans, la Côte d'Ivoire a pu tourner une page sombre de son histoire? C'est la recette que Daniel Kablan-Duncan était allé livrer au pays de l'oncle Sam. L'aspect, disons que l'utilisation du secteur privé pour la sortie de crise, la fragilité, et notamment, disons que pour la création d'emplois et création de richesses. C'est des exemples-là que nous avons eu donc à montrer pour mettre en exergue les actions faites par le président Alassane Ouattara pour faire en sorte que ce pays retrouve rapidement sa position qui était la sienne au niveau donc de la région et pourquoi pas dans le Conseil des Nations. Maintenant que la page crise post-électorale est refermée, il faut envisager le futur. La rencontre avec le président de la Banque mondiale et du vice-président de la SFI, la Société financière internationale, épouse cette dynamique. Au titre donc la SFI et puis de MIGA, il avait été convenu qu'on devrait obtenir de leur part 700 millions de dollars pour chacune des institutions, c'est-à-dire 350 milliards de francs CFA. Après donc le groupe consultatif de Paris donc en décembre disons que 2012, et vous savez on a déjà consommé cet argent là. Et donc ce qui est positif c'est qu'ils sont engagés à disons que dépasser les plafonds qui avaient donc été fixés et aller donc de l'avant en fonction de la qualité du nombre des dossiers que nous avons. Après le pont Henri Conan-Bédier, qui est un exemple de réussite dans le cadre du PPP, le partenariat public-privé, d'autres projets de cette nature verront le jour. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Les financiers sont déjà connus, la Banque mondiale, MIGA et SFI. La 3e édition du Forum international Afrique Développement FAD a pris fin vendredi autour du thème « Le temps d'investir ». La rencontre a réuni 1200 participants de 17 pays du continent, notamment la Côte d'Ivoire, qui était représentée par le secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly. Les participants à ce rendez-vous international ont appelé à la diversification des sources d'énergie et la sécurité énergétique en Afrique, tout en valorisant les ressources agricoles, la sécurité alimentaire et la formation des jeunes. Au sortir de cette cérémonie de clôture de ce Forum international Afrique Développement, notre envoyé spécial au Maroc, Awa Touré, a recueilli quelques réactions.
Aujourd'hui, on a fait de bons contacts, réaffirmé les relations économiques entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Vous avez vu qu'ils sont beaucoup dans les banques, ils sont dans tout ce qui est infrastructure, le BTP. Nous leur demandons de rentrer dans l'agro-industrie parce que c'est un secteur qui nous intéresse, nous, en Côte d'Ivoire, pour développer notre industrie. On leur demande de pouvoir rentrer dans les services parce qu'ils ont une capacité aussi à ce niveau. Et puis, je dirais, en tout, en Côte d'Ivoire, tout est intéressant, tout est opportunité d'investissement. Je pense qu'en particulier, nos invités de Côte d'Ivoire étaient particulièrement satisfaits de rencontrer leurs homologues de tous les pays africains invités. Il y a eu des débats extrêmement riches, beaucoup d'échanges de contacts qui seront certainement très utiles aux investisseurs et aux différents acteurs économiques, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire. On a aussi eu le plaisir de voir tous les projets du président Ouattara et de toute la Côte d'Ivoire pour le développement économique dans les années à venir. Pour nous, c'est un motif de fierté, un motif de satisfaction et il y a eu plus de 4500 rendez-vous B2B qui sont déroulés en 2 jours. C'est extraordinaire, donc ça veut dire que l'Afrique a vraiment envie de coopérer avec elle-même, donc cela est très important et c'était l'objectif de ce forum. Je participe pour la 2e fois, la première fois en novembre 2012 et j'en suis ravi, nous sommes pleinement satisfaits. Voilà. Nous étions déjà à Marrakech avec le président de la République au mois de janvier. 3 semaines après, nous sommes à Casablanca. Cela ne fait que prouver les liens entre la Côte d'Ivoire et le Maroc qui ne font que se renforcer. En venant à ce forum, j'espérais rencontrer des investisseurs et des promoteurs de projets. Je pense que mes attentes sont satisfaites parce que pendant ces 2 jours, nous avons eu l'occasion d'échanger des expériences, de rencontrer des entrepreneurs qui ont les mêmes problèmes que nous et qui ont des ébauches de solutions que nous pourrons éventuellement utiliser. Et donc, je suis satisfait parce qu'au sortir de cette rencontre, nous avons foi en la réussite de l'Afrique. Il faut encourager les notaires à participer à tous ces forums pour porter le message de la sécurité juridique, de l'acte authentique qui traverse les temps et les espaces. On reste au Maroc, le pays a également accueilli le salon Halieutis. Ce salon halieutique du Maroc a pris fin aujourd'hui. Il a vu la participation du ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Komenan Kwasi Adjoumani, s'est entretenu sur place à Agadir avec le commissaire européen à la pêche. On fait le point avec Hugues Veblé. Avec les différentes personnalités rencontrées, le ministre Komenan Kwasi Adjoumani a parlé de coopération bilatérale, surtout du soutien que pourraient apporter leurs différentes organisations ou structures au développement du secteur de la pêche en Côte d'Ivoire. Avec le commissaire européen en charge de l'environnement, des affaires maritimes et de la pêche, Karmenou Vella, il a été question du renforcement de la coopération déjà existante et jugée excellente par les 2 parties, ce qui a permis de réaffirmer les responsables des affaires internationales et marchés de la Commission européenne. Le ministre fait grands efforts pour avoir un meilleur contrôle de l'activité de pêche dans la zone économique ivoirienne et c'est très important. C'est un objectif de bonne gouvernance des océans. Je crois que la coopération que nous avons avec le ministre est excellente. On est très satisfait. On a besoin de renforcer notre système de surveillance en disposant de systèmes VMS. Et nous avons donc demandé à l'Union européenne de nous appuyer. Ces différentes rencontres, le ministre des Ressources animales et halieutiques les a eues en marge du 13e salon Halieutis. Le salon Halieutis d'Agadir et le salon de l'agriculture en France aujourd'hui. Bien d'autres plus tard, la présence ivoirienne à ces différentes manifestations marque la volonté des autorités d'offrir à l'agriculture, aux ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, tous les atouts nécessaires à leur développement. Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, est-elle invité ce 13h sur nos antennes du magazine du dimanche. Répondant aux questions d'Alvar Assa, il est revenu sur les retombées du forum Diaspora for Growth, dont la 2e édition a eu lieu ici, à Abidjan. Je vous propose de l'écouter. Je vais d'abord partir du premier forum où il y avait une intention d'investissement de projet d'autour de 9,75 milliards et seulement 30% de cette intention a été réalisée en ce moment. Donc il y a quand même un manque à gagner. Nous devons faire des efforts supplémentaires vis-à-vis de la diaspora. En tout cas, c'est ce que nous avons retenu comme leçon. Dans cette 2e édition, il a surtout aussi été question de réfléchir à la possibilité de créer ce fonds d'investissement de la diaspora qui est fondamental.
Nous demandons que la diaspora investisse. Elle n'a peut-être pas toujours tous les moyens. Il nous faut créer des mécanismes administratifs, mais aussi mettre à la disposition de la diaspora des moyens qui lui permettent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des préoccupations telles que voulues par l'État de Côte d'Ivoire pour une participation active à l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Vous savez, notre diaspora a une particularité. C'est une diaspora qui est fondamentalement attachée à notre pays. Et c'est ce que j'ai vu. Dans tous les voyages que nous avons effectués, nous sommes allés à la rencontre de la diaspora. Nous avons constaté une diaspora qui est unie lorsqu'il s'agit de porter des programmes fédérateurs. C'est ainsi que lorsque nous sommes allés au Salon du logement en Côte d'Ivoire, nous avons vu tous les Ivoiriens, peu importe leur bord politique. Parce qu'au demeurant, la Côte d'Ivoire que nous voulons construire, nous voulons atteindre l'émergence à l'horizon 2020, il est impératif que nous comprenions que cela engendre l'implication de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. L'Union africaine prend la diaspora comme la 6e région, et nous, je propose que la Côte d'Ivoire prenne la diaspora comme la 32e région de notre pays. On a 31 régions, et donc nous avons la possibilité de toucher à tous ces Ivoiriens, peu importe leur bord politique, pour leur dire, fiers Ivoiriens, le pays vous appelle, et c'est d'ailleurs notre credo au sein du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le programme des logements sociaux et économiques connaît des avancées notables. Les constructeurs et promoteurs agréés par l'État sont désormais constitués en chambre pour parer aux éventuelles entraves à l'aboutissement heureux de ce programme. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréée a lancé ses activités hier. L'accent sera mis sur la formation des ouvriers intervenant sur les chantiers. L'idée est de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée pour permettre aux opérateurs immobiliers de respecter leur cahier de charges. Léon Bro. Chantier des logements sociaux, économiques et de standing, comme ici à Bingerville, à Songon et Grand Bassam, les travaux avancent bien grâce à ces ouvriers toujours à la tâche avec ou sans qualification de base. J'étais aide-maçon. Au fur et à mesure, mon patron a mis mon affaire et puis il m'a pris. Moi, c'est là que je suis devenu maçon. Ce travail, c'est ici que je l'ai appris. Je n'ai pas suivi de formation pour ça, mais je me débrouille un peu. Et pourtant, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée garantirait des avantages certains, qualité et rapidité. En un mot, respect des cahiers de charges dans la production des logements sociaux, économiques et de standing. Ce challenge, les promoteurs et constructeurs agréés par l'État tiennent à le relever. Leur chambre créée à cet effet est en partenariat avec des experts européens pour former les jeunes et notamment leurs ouvriers au métier des travaux publics et du bâtiment. Il est très important que ceux à qui nous allons donner les maisons soient quand même satisfaits du travail fait par nos ouvriers. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en place le CEFA, qui est le centre de formation des apprentis. Le programme est vaste. Nous voulons former les promoteurs immobiliers, former à la production des logements, établir un label qualité et mettre en place une filière pour les jeunes en formation continue et en formation initiale sur les métiers du bâtiment. Objectif, promouvoir le bâtiment en restant dans ce domaine l'interlocuteur privilégié de l'État. Mais avant tout, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés se veut la plateforme de collaboration et de défense des intérêts des opérateurs économiques intervenant dans le programme présidentiel des logements sociaux, économiques et de standing. Et cette séance de travail entre l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, RDCI, et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La rencontre a eu lieu au siège de la RDCI aux Deux Plateaux. Témoin de cette rencontre, Chris Diomandé, Hamza Diaby. 1750 écoles préscolaires pour 129 300 élèves, 13 700 écoles primaires avec 3 100 000 élèves pour 80 300 instituteurs. Près de 1300 lycées et collèges d'enseignement général fréquentés par plus d'1 300 000 élèves pour 54 800 enseignants. Cet état des lieux de l'école ivoirienne a été dressé par Kondia Camara elle-même lors de la séance de travail entre le ministère de l'Éducation nationale et les présidents de conseils régionaux et gouverneurs de district. C'était à l'occasion de la mise sur pied d'un cadre de convergence, une plateforme de concertation et d'harmonisation entre le ministère et la RDCI. Ces chiffres montrent bien l'ampleur des tâches à accomplir pour satisfaire rationnellement et efficacement les besoins d'éducation de notre pays. L'objectif que nous souhaitons voir assigné à la présente séance de travail, c'est de renforcer la nécessaire synergie d'action entre les principaux acteurs du développement local que vous êtes et nous-mêmes. Nous devons travailler en synergie avec l'éducation nationale pour éviter des conflits de programmes,
lorsque le conseil régional programme de construire une école et que, ou bien un collège et que le ministère de l'Éducation en programme, nous devons pouvoir nous entendre pour harmoniser, parce que ce sont les mêmes ressources de l'État que nous utilisons tous. Il fallait qu'on s'entende, nous venons de mettre sur pied un cadre d'échange dynamique de l'éducation nationale. Les COGES, Comité de gestion des établissements scolaires, la carte scolaire, le transfert des compétences, la réforme du collège, pour parler du collège de proximité, l'entretien des écoles, le logement des instituteurs et professeurs, la question de leur gratuité, tout est abordé lors de ce cadre d'échange. On a frôlé le pire au bord d'une plage de Grand Bassam. Un enfant, Moïse Junior, c'est son nom, âgé de 3 ans, a été enterré vivant dans le sable sur cette plage. Miraculeusement, 3 jours après, le garçon qui présente un handicap a été retrouvé vivant grâce au flair d'un chien. Des riverains sont ensuite parvenus à retirer le petit encore en vie. Il bénéficie, vous le voyez sur ces images, en ce moment de soins intensifs au service néonatal du CHU de Cocody. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'est rendue ce dimanche au chevet du tout petit. Ce petit garçon vivra certainement encore très longtemps. Dans un autre registre, la rentrée politique du Rassemblement des Républicains RDR de Lakota, elle a eu lieu hier avec à la clé l'investiture du secrétaire départemental Abdoulaye Kouyaté. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs hauts cadres du parti. On fera le point avec Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. En politique toujours, le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a organisé un pré-congrès éclaté sur l'ensemble du territoire national hier samedi, dans la ligne de mire, la confirmation de l'appel de Daoukro. Les décisions de ce pré-congrès seront prises à l'issue de suffrages exprimés par les militants remplissant certaines conditions. Ce soir encore, on fait le tour de quelques communes, voir comment s'est déroulé ce pré-congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour ce pré-congrès éclaté du PDCI-RDA, les militants du département de Divo sont venus de toutes les sections. Une mobilisation pour exprimer leur soutien à l'appel de Daoukro, un appel lancé par le président Rikonan Bédié le 17 septembre 2014. Les militants de base ont saisi cette opportunité pour traduire leur soutien au président Rikonan Bédié pour son esprit d'ouverture et pour la cohésion du parti. Le départemental et ses camarades militants recommandent pour le 5e congrès extraordinaire la prorogation de la résolution du 12e congrès extraordinaire, demandant au PDCI-RDA de présenter un candidat militant actif à l'élection présidentielle 2015. Au chef de la délégation, les militants du département de Divo demandent de traduire aux instants du parti la reprise du découpage électoral. Même message repris à Gagnoa. Les militants de ce département, avec à leur côté le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakou Dikaoué, souhaitent la formalisation de l'accord verbal pris avec le président de la République, Alassane Ouattara, candidat du RHDP, et la confirmation du poste de Premier ministre au PDCI-RDA. Ici également, les militants ont traduit leur soutien au président Rikonan Bédié pour sa vision de paix et de sauvegarde de l'héritage du père fondateur de la nation ivoirienne. Après ce pré-congrès éclaté, les militants du PDCI-RDA ont pris rendez-vous pour le 28 février prochain pour le 5e congrès extraordinaire. Occasion pour eux de faire triompher l'appel de Daoukro. Voici ce qui est désormais l'appel de la Maraoué en soutien à l'appel de Daoukro. Une déclaration faite au lendemain du pré-congrès du PDCI-RDA tenu dans cette partie du pays. La région de la Maraoué, avec ses secrétaires de section, départementaux et membres statutaires du PDCI-RDA, n'a pas voulu faire dans la dentelle. Elle a une prise de position claire qui s'inscrit dans la vision du président Henri Konan Bédié. La Maraoué est avec Henri Konan Bédié pour soutenir le président de la République Alassane Ouattara dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire cet havre de paix et émergent cité en exemple partout dans le monde. Ambiance des grands jours dans la ville de Daoukro, là où le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a lancé l'appel à une candidature unique au RHDP. Et ici, les responsables de section ont exprimé la volonté des militants de base, celle de s'unir derrière une seule et unique candidature au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle d'octobre prochain. Tous s'accordent à soutenir les actions du président Henri Konan Bédié pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Pour eux, le 5e congrès extraordinaire sera l'instance pour la confirmation des décisions du pré-congrès. À Kounfao, les militants disent oui à l'appel de Daoukro. Les secrétaires de section ont à l'unanimité exigé l'abrogation de la résolution du 12e congrès ordinaire demandant au PDCI de présenter un candidat militant actif à l'élection présidentielle de 2015. À Kounfao, le redécoupage électoral a été au centre des décisions du pré-congrès éclaté.
À Guiglo, les militants ont promis à travers la résolution de ce 5e pré-congrès leur soutien et leur adhésion à l'appel de Daoukrou. Ils saluent la sagesse du président Henri-Konan Bédié pour la mise en place d'un comité de médiation afin de rassembler toute la famille PDCI-RDA autour de l'appel. Ici également, tout le monde se mobilise pour le triomphe de l'appel de Daoukrou au 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA qui se tiendra le 28 février prochain au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Samango, sous-préfecture située dans la région du Kabadougou, rencontre d'énormes difficultés pour son développement. Ce chef-lieu de sous-préfecture et ses 7 villages sont en quête d'infrastructures adéquates pour la prise en charge socio-économique et médicale des populations. Cette sous-préfecture du département de Gbélégbang manque d'écoles, de routes, de centres de santé. C'est cette circonscription administrative érigée en chef-lieu de sous-préfecture en 1974 qui a été visitée par l'une de nos équipes de reportage. Mamadou Kwasi. Voici le dispensaire de Samango, chef-lieu de sous-préfecture, situé dans le département de Gbélégbang au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ouvert en 1976, il est le seul centre de santé à couvrir les 7 villages que compte cette sous-préfecture. Il n'est pas équipé, donc pas de moyens conséquents pour la prise en charge des patients. En l'absence d'un professionnel de la santé, Fako Diarasuba, recruté comme garçon de salle, gère seul cette structure. Selon des informations, l'infirmier en fonction a été affecté ailleurs et le dispensaire de Samango attend toujours son remplaçant. Avec un niveau d'études de 5e, Fako Diarasuba est devenu médecin accoucheur par la force des choses. Il fait face chaque jour, depuis quelque temps, aux nombreuses consultations et accouchements. Il m'a montré beaucoup de trucs. Si c'est palu, il m'a montré les signes des palus. Je peux consulter, traiter les palus. Les accouchements, il y a 2 matrones qui sont au village. S'il y a un accouchement et ils viennent, je les appelle. Je viens leur donner les kits. Si c'est grave, je les évacue à Odjene. Comme il n'y a pas d'ambulance, sur moto, je l'appelle ses parents et ils se débrouillent sur moto. En matière de développement, Samango, érigé en chef-lieu de sous-préfecture en 1974, est laissé pour compte. Les infrastructures scolaires, hydrauliques et de loisirs sont insuffisantes et subissent l'usure du temps. 24 heures sur 24, on est ici parce qu'on est beaucoup. Pompiers là, ça ne nous suffit pas. C'est un là seulement. Samango, avec un visage peu reluisant, est à refaire, surtout la résidence du sous-préfet. Par manque de logement à Samango, le commandant est obligé de résider dans la commune d'Odjene, située à 33 km de la sous-préfecture. Ce qui va créer pour moi, c'est une inefficacité dans le travail parce qu'il faut chaque fois joindre la sous-préfecture 32 km, ce n'est pas facile, vu l'état des routes. Les seuls moyens de transport utilisés régulièrement pour rallier Samango sont les engins à 2 roues. Les véhicules n'y accèdent qu'une seule fois par semaine. Le chef-lieu de sous-préfecture n'est pas le seul à être confronté à ces difficultés. Dans le village d'Iradougou, un bâtiment inachevé de 3 classes et 2 salles de fortune, toutes construites par les populations, servent d'école pour un effectif de 150 élèves. Des conditions qui ne facilitent pas la tâche aux 5 instituteurs affectés par l'État, déjà handicapés par les mauvaises conditions d'hébergement. Quand il pleut, nous ne pouvons pas faire cours. Vous voyez, même les bâtiments sont en paille. Et cela fait que pendant les pluies, nous arrêtons totalement les cours pour rentrer à la maison. Et en dehors de ça, nous avons 5 classes et pour un seul bâtiment. Donc, ce qui fait que cette année même, il y a des enfants même qui étaient obligés de rester à la maison, n'ont pas pu faire des recrutements au CP1. Même situation à Salonkorani, un village situé à 2 km d'Iradougou. Si les élèves bénéficient de bâtiments modernes, les classes restent insuffisantes pour les accueillir. On est obligé de faire le recrutement au CP1 chaque 2 ans. Donc ce qui fait qu'on n'a pas toutes les classes. Donc cette année, on a le CP1, on a le CE1 et on a le CE2. Pour aller de Salonkorani à Gbélégbang, chef-lieu de département, il faut parcourir 50 km. Le faire avec un véhicule relève du miracle. Des routes et pistes sont impraticables. Seul un pont de fortune construit pour l'évacuation des produits agricoles en saison sèche rappelle que nous sommes sur une voie à emprunter. Pour se rendre donc à Gbélégbang, les populations sont obligées pendant la saison pluvieuse de parcourir environ 200 km en passant par Odjene. Le conseil régional rassure la population pour les projets de développement. Soyons encore un petit peu patients et nous verrons dans les mois à venir, dans les années à venir, l'impact réel donc, de cette politique de développement. Aujourd'hui, grâce aux efforts des cadres, certains villages sont connectés au réseau électrique national et disposent d'eau courante. Des efforts qui doivent être renforcés par l'appui de l'État et des structures de développement. La prochaine visite d'État du président de la République sera donc une opportunité pour ces populations en majorité éleveurs et producteurs d'anacades, de coton et de maïs, de lui exprimer leurs besoins. Des besoins qui sûrement seront satisfaits.
En attendant, elles s'emploient à la construction de leur collège, qui sera le deuxième du département de Gbeleban. Voilà, c'était le grand reportage de Mamadou Kouassi de retour de Samango. Durant plusieurs mois, il a été le commandant de la force Licorne en Côte d'Ivoire, avant de passer commandant des forces françaises dans le pays. Le colonel Nicolas Chabu, en fin de mission, vient de passer la main au colonel Ludovic Pinon avant de rentrer définitivement en France. Les précisions d'Abou Sanogo. Le colonel Ludovic Pinon prend les fonctions de commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire. Son autorité s'exerce sur l'ensemble des formations des trois armées et des services communs français. Il succède à la tête de cette force au colonel Nicolas Chabu, qui y a passé 4 mois, d'abord comme dernier commandant de la force interarmée Licorne, ensuite comme commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire. La cérémonie de passation de commandement a eu lieu à la base militaire française à Port-Bouët. Je souhaite souligner ce soir, devant tous, la confiance et l'esprit d'ouverture et de fraternité qui président aux relations entre les forces armées françaises et ivoiriennes. Toutes ces réalisations sont le fruit de l'investissement de chacun. Si le mandat qui s'achève aura posé les fondements de l'organisation des forces françaises en Côte d'Ivoire, il appartient dorénavant à nos successeurs de consolider l'édifice. La présence militaire française en Côte d'Ivoire est un des signes de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez pu faire au profit des forces républicaines de Côte d'Ivoire en termes de formation. Je voudrais également, mon colonel, dire que nous avons apprécié la personne Chabu. Le mandat du colonel Ludovic Pinon comprend 3 missions majeures, à savoir coopérer avec les armées ivoiriennes, assurer la transformation des armées et services de soutien français en Côte d'Ivoire pour permettre la montée en puissance de la base opérationnelle avancée et assurer la sécurité du camp de Port-Bouët, plateforme opérationnelle majeure de la façade ouest africaine et réservoir de forces pour la sous-région. À l'étranger, le président zimbabwéen Robert Mugabe a fêté hier ses 91 ans. C'est le chef d'État le plus âgé au monde. Il dirige son pays depuis 35 ans. Les festivités prévues pour son anniversaire se dérouleront la semaine prochaine au célèbre Chute Victoria. Reportage. Robert Mugabe fête ses 91 ans et il a de quoi se réjouir. L'Union européenne a repris son aide directe au Zimbabwe et a levé la plupart des sanctions imposées depuis 2002 contre des membres de son gouvernement. Et il vient aussi d'être nommé à la tête de l'Union africaine. 1980, Rhodésie, l'indépendance est proclamée. C'est la naissance du Zimbabwe avec à sa tête Robert Mugabe, le symbole de la libération du pays. Pour ses 91 ans, le Zimbabwe lui offrira de nouveau une fête grandiose le 28 février, une semaine après son anniversaire, aux grandes dames de l'opposition. On termine avec ce rendez-vous culturel, aujourd'hui incontournable sur le continent africain, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA. La 8e édition de ce festival initié par le groupe Magic System a été lancée à Paris au siège de l'UNESCO. Cette année, la CEDEAO, qui célèbre à ses 40 ans, est aux côtés du festival pour la 8e édition afin de lui apporter son soutien. Lassina Ouattara. Du 21 au 25 avril 2015, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va bouger au rythme du festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA. Autour du thème « Intégration et rapprochement des peuples », la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se pose comme le partenaire institutionnel idéal pour un événement qui rassemble chaque année des artistes de renom sur une même scène pour des spectacles, des actions humanitaires et des activités sportives. Le message qu'envoie ce festival est le même que prône notre communauté. Nous voulons que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest devienne une communauté des peuples et nous voulons nous associer à notre peuple. Et nous pensons que par cette manifestation, nous redisons les valeurs de la CEDEAO, qui sont la solidarité, qui sont le dynamisme, qui sont l'unité, qui sont l'espoir en une Afrique qui gagne. Au cours de la conférence de presse de lancement en France, il est revenu au commissaire général du festival, Salif Traoré, dit à Salfo, lead vocal du groupe Magic System, par ailleurs ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et ambassadeur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, avec à ses côtés Fali Poupa et Smarty, d'annoncer les grands axes du FEMUA 8. Au plan culturel, 14 artistes dont 9 de la sous-région et 5 autres venus d'horizons divers vont défiler sur les scènes de Makori Anoumabo, de Koumassi et de l'Institut français d'Abidjan. On assistera ainsi à un FEMUA 8 délocalisé une fois de plus. Le festival va rester collé à son principe premier, celui de faire du social.
Cette année, la construction d'une école est prévue dans l'ouest de la Côte d'Ivoire grâce à l'un des partenaires du festival. Sur le plan sportif, en plus du traditionnel cross populaire qui a lieu chaque année, il est prévu un tournoi de football Maracana dénommé Tournoi de la CEDEAO. Pour cette nouvelle édition, un volet scientifique sera à l'honneur à travers des rencontres et une table ronde pour débattre des questions des industries culturelles, nouveau levier de croissance sur le continent africain. Et sachez que le ministère des Infrastructures économiques porte à la connaissance des populations et les invités que la cérémonie d'inauguration de la station d'alimentation en eau potable de Bonoa, prévue demain, lundi 23 février 2015, est reportée à une date ultérieure. Le nouveau programme sera communiqué dans les jours à venir. Le ministère des Infrastructures économiques remercie les populations et les invités pour leur compréhension. Il est 20h30 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.